ici, voilà, j'ai mon fichier Excel ici. Alors, je vais lui demander de me donner l'info du dernier produit. Je lui dis, donne-moi, par exemple, donne les infos du dernier, par exemple, produit. Juste un exemple, vous allez voir. Hop. Alors, le dernier produit ici, il dit quoi? C'est une télévision. Et c'est vrai. Si on vérifie ce fichier-là, c'est une télévision. Mais regardez ici, cette fois-ci, la magie de ce framework, le Hosting Chain. Je vais ajouter une information ici, une ligne dans mon fichier Excel ici. Vous allez voir, pas besoin de couper le serveur ou de redémarrer le serveur pour que cette information puisse être prise en compte dans mon système RAC. Ici, tout est déjà là. On marche, mais je vais ajouter une information dans mon fichier Excel. Automatiquement, Rostengtien va détecter en fait une mise à jour en fait dans mon fichier et va donc faire la mise à jour au niveau du rack, de mon système rack. Ouais, c'est ça la puissance, la valeur ajoutée de ce framework là. Et vous allez voir ici, je vais dire en français. Voilà, regardez ce qui va se passer les amis. Regardez les amis, je vais faire, regardez ici, je vais faire CTRL S pour enregistrer le fichier. Et donc là, regardez, rack, base, ici, il y a eu donc quoi? Mise à jour. Vous avez vu, je n'ai pas démarré, je n'ai pas coupé le serveur pour que cette information puisse être prise en compte dans ma base de connaissances. Non, tout est là, tout est lancé, le serveur ici est justement lancé. Je viens d'ajouter une ligne dans mon fichier Excel. Et cette fois-ci, quand je vais poser la question en langage naturel, donne-moi l'info du dernier produit, il va donc donner le dernier produit ici, c'est maintenant le pot. Donc si je viens ici, regardez ici, voilà, je vais copier tout ceci. Voilà, cette fois-ci, je copie et je valide. Normalement, ça sera plus la télévision, ça doit être le pot. Et voilà, vous voyez, le dernier produit enregistré est un pot. Il y a quoi? 25 en stock avec un prix unitaire de 50 francs CFA. Ouais, c'est très intéressant. C'est ça la valeur ajoutée de ce framework-là. Donc, on va dire l'une des valeurs ajoutées de ce framework. Ouais, non seulement vous avez la sécurité, vous pouvez sécuriser vos données sensibles, vous pouvez ajouter vos données en temps réel. Automatiquement, le framework va récupérer cela et faire la mise à jour dans la base de connaissances dans le système RAC, sans pourtant couper le serveur comme d'autres frameworks font. Ouais, mais avec Rosting Chain, vous ajoutez vos données dans vos bases de connaissances, automatiquement, Rosting Chain récupère cela et fait la mise à jour dans le système RAC, comme on peut le voir. Ouais, pas besoin de couper le serveur. C'est vraiment incroyable. L'une des valeurs ajoutées de ce framework. Je vous invite, les amis, de tester ce framework-là. Vous ne serez pas dessus. Bien. Salut les amis de la data. Aujourd'hui, je vais vous faire une démo de mon framework Hosting Chain que j'ai développé. Sans plus tarder, voyons voir ce que ce framework nous offre comme fonctionnalité. Alors, comme on peut le voir ici, la toute dernière version, la version 1.3.0, comme on peut le voir. Alors, c'est très simple pour l'installer, hein. De toute façon, on verra la documentation. Donc ici, comme vous pouvez le voir, le projet. Donc avec plus de déjà 6000 téléchargements. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un framework, hein, RAC agentique, qui vous permet justement de vous connecter à vos sources de données, que ce soit des PDF, des bases de données, des data frames, des pages web, des vidéos, des audios. Voilà. Alors ici, vous avez des features. Je vous laisse le soin de lire la documentation tranquillement. Si vous avez des difficultés, ben justement, vous pouvez traduire la page en français, comme on peut le voir, français comme ceci. Et là, vous aurez toutes les informations. Comme on peut le voir ici, le framework RAC Ultime pour agents autonomes. Agents autonomes, donc ce que Rosting Chain nous offre ici. Justement, vous avez un agent autonome, bien sûr, la gestion des appels locaux et distants, des LLM, surveillance en temps réel, profilage approfondi de données, sécurité DLP et multimodal. Donc les LLM multimodal, bien sûr. Rostinction est un framework prêt à l'emploi, conçu pour créer des systèmes RAG, génération augmentée par la recherche ou par récupération, autonome. Il comble la fossé entre la confidentialité locale, c'est-à-dire OLAMA, vous pouvez passer par OLAMA et des, des documents locaux, hein, bien sûr, et la puissance du cloud avec des LLM distants, hein, des modèles distants comme OpenAI, Grok et bien d'autres. Grâce à un Life Watcher unique qui met à jour les connaissances de votre IA en temps réel et à un rack agentique avec analyse de données auto-réparatrice. Donc c'est ce que ce framework fait. Tout ceci c'est bien beau, hein, mais vous allez voir en pratique qu'est-ce que ça donne. Ici vous avez des fonctionnalités, hein, je vous laisse le soin de lire et autres. Et si on avance, configuration de l'environnement. Voilà.
c'est conseillé justement de créer un environnement virtuel. Soit vous pouvez passer par Python, hein, par défaut, soit vous passez par Conda. Mais ce qui est beaucoup plus recommandé serait mieux de passer par Conda, mais libre à vous. Voilà. Donc, alors, pour créer un environnement virtuel ici, pour commencer justement à travailler ou encore à utiliser ce framework Hosting Chain, vous avez plusieurs possibilités. Si vous êtes sur Windows, voilà, les commandes sont là pour créer un environnement virtuel avant d'installer Hosting Chain sur votre machine ou encore euh, dans votre environnement virtuel que vous allez créer. Ça, c'est la première possibilité. Donc, pour ceux qui utilisent justement Windows, alors si vous utilisez Mac ou Linux, voilà, vous avez ceci pour créer justement votre environnement virtuel. Alors, deuxième option ici, ce qui est beaucoup plus recommandé, hein, comme on peut le voir, l'utilisation de Conda, donc recommandé pour la data science, hein, comme on peut le voir, les sciences des données. Alors, là aussi, vous avez toutes les possibilités, comme on peut le voir ici, toutes les possibilités. Donc là, c'est très simple, hein, pour créer votre environnement virtuel, vous avez la commande et vous pouvez aussi l'activer. Voilà, justement pour switcher dans votre environnement virtuel que vous venez de créer. Voilà. L'installation, comme on peut le voir, c'est très simple. Donc, une fois l'environnement activé, vous pouvez installer le framework en faisant quoi? Pip install hosting chain. Le cas contraire, vous pouvez justement copier ceci et ensuite installer sur votre terminal ou un vide de commande. Voilà. Alors, je vais scroller comme ceci. Gestion des API, donc avec des LLM distants, donc comme on peut le voir. Vous devez créer donc un fichier à la racine de votre projet, .env, comme ceci. Alors, ici, libre à vous, hein, donc vous avez plusieurs ici modèles, hein. Vous avez OpenAI, Anthropic pour Claude, vous avez Google, vous avez Grok API, donc vous avez aussi Mistral, vous avez DeepSeek, vous avez aussi Grok pour X, bien sûr. Alors, comme on peut le voir, vous avez tout ceci. Alors, vous avez aussi des informations ici, en fait, des bouts de code qui vous permet justement d'utiliser très rapidement. Donc, voilà, Quick Stack, comme on peut le voir. Alors, tout ceci, moi, j'aimerais ramener ça en anglais. Moi, je vais traduire, je vais justement revenir à la langue par défaut, c'est-à-dire l'anglais, beaucoup plus mieux comme ça pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut créer votre environnement virtuel. Bon, moi, j'ai déjà créé mon environnement virtuel. Alors, si vous voulez passer par Conda, hein, vous copiez justement tout ceci, la ligne là. Voilà. Vous faites ceci, copier, et vous venez là, vous lancez votre shell, votre prompt Anaconda. Voilà. Vous collez justement ici. Alors, libre à vous de changer le nom. Vous n'êtes pas obligé que ce soit Hosting Env comme ceci. Donc, alors, la version de Python, c'est jusqu'à Python 3.13, hein. Voilà. Donc, ici, libre à vous. Si vous voulez, par exemple, la version 3.13, vous tapez ceci. Ici, c'est la version 3.12, ce langage que vous, ou la version 10, la version 9. Attention, la version 9, voilà. Donc ici, moi, je vais rester avec la version, par exemple, 13. Et moi, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé mon environnement que j'ai appelé justement ici test, test underscore rag. Voilà, comme ceci. Puisque Hosting Chain consiste justement de communiquer avec vos sources de données, que ce soit les bases de données, les fichiers Excel, CSV, JSON, Parquet et bien d'autres en fait. Voilà, c'est ce que Hosting Chain vous offre comme possibilité de dialoguer et vous aurez ici des interactions, hein, des visuels et autres, surtout quand vous travaillez avec des données tabulaires. Tout ça, vous allez voir, même avec des bases de données non relationnelles, par exemple MongoDB, Neo4j. Alors ici, c'est ce que moi j'ai fait, hein. Donc moi j'ai déjà créé mon environnement virtuel. Je vous montre juste les étapes pour vous aider, hein. Donc conda create-n pour dire name, le diminutif bien sûr. Donc ici, vous donnez le nom que vous voulez justement ici. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Donc libre à vous. Donc test underscore hack, comme ceci, espace Python. Vous précisez la version de Python de votre environnement virtuel. Y ici, c'est pour justement accepter toutes les dépendances et autres. Voilà. Et donc, vous validez par la touche entrée. Une fois que c'est fait, ben, écoutez, vous allez switcher dans votre environnement. Donc, vous validez cette commande. Et ensuite, pour switcher dans votre environnement virtuel, la commande suivante, elle est justement là. Vous voyez ici, Conda Activate suivi du nom de votre environnement virtuel. Voilà, comme ceci, je fais ceci, je vais copier. Je viens là, hop, je colle. Puisque mon environnement virtuel, je vais l'appeler justement quoi? Je vais l'appeler test, comme ceci. Voilà, donc ça me permet justement de switcher de mon environnement virtuel. Et à partir de là, une fois que je suis là-dedans, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais justement installer Hosting Chain. Alors, la troisième étape, c'est quoi? Ben, il consiste justement de copier cette commande qu'on peut le voir ici. Pip install, tout ça, vous copiez. Vous venez justement ici, vous faites clic droit, voilà, comme ceci. Ça sera donc collé. Et vous validez par la touche entrée et vous attendez justement. Hosting Chain va justement être installé dans votre environnement virtuel.
Parfait. Mais tout en sachant que vous avez créé un dossier. C'est très important. Vous voyez ici, je suis où? Dans Desktop, c'est-à-dire au bureau. J'ai créé donc un dossier que j'ai appelé démo. Voilà. Et attention, n'oubliez pas cela. C'est très important. Démo, parce que je vais démontrer justement les fonctionnalités de mon framework que j'ai développé. Et une fois donc pour vérifier cela, vous tapez la commande pip show comme ceci, Rosting chain, validé par la touche entrée, et boum, là vous avez les détails. Justement, comme vous pouvez le voir, le nom du framework c'est Rosting chain, la version 1.3.0. Vous pouvez le voir ici, hein, dans IP, hein, Rosting ici, comme vous pouvez le voir, Rosting chain 1.1.3.0. Voilà. Et ensuite ici, le résumé de Ultimate Agentic Write Framework, comme vous pouvez le voir ici. C'est ça. Voilà. Ce que vous voyez ici. Donc, la page justement d'accueil, comme vous pouvez le voir sur GitHub, si vous cliquez là-dessus, vous serez dirigé sur mon compte GitHub et vous allez justement tomber ici. C'est la même chose que vous allez retrouver sur GitHub, justement là sur GitHub. Voilà. Donc, vous pouvez aussi passer par GitHub. Et l'auteur ici, David Rosteng, c'est bel et bien moi, puisque c'est mon framework que j'ai développé. Et puis l'email de l'auteur, bien sûr, c'est mon email que vous pouvez le voir ici, licence MIT. Et puis ici, vous avez toutes les packages qui sont installés, les dépendances. Voilà. Parfait. Et donc, puisque vous avez tous ces détails-là, c'est bien, tout s'est bien passé. Donc, ça veut dire que Rosting Chain est bel et bien installé dans notre environnement virtuel. Alors ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Donc, je vais tout nettoyer, c'est LS. Je vais donc l'ouvrir sur, donc je vais donc lancer VS Code, donc ouvrir VS Code, bien sûr, en tapant code espace point. Je valide par la touche entrée, comme ceci. Et parfait. J'ai mon dossier ici, Rosting Chain. Donc ici, justement là, je vais faire Shift P, Ctrl P pour switcher dans mon environnement virtuel que je viens de créer. Donc ici, Shift P, voilà. Et j'avais justement switché dans mon environnement virtuel que j'avais créé justement ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire ici? Alors, premièrement, il faut également vérifier si vous avez Olama, puisque Chain fonctionne avec des modèles, modèles locaux ou des modèles à distance, hein, ou distance si vous voulez bien. Qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais donc vérifier si j'ai bel et bien Olama installé sur ma machine. Donc, je vais taper Olama, liste. Et voilà, j'ai bel et bien mes modèles. Donc, ça, c'est le modèle d'intégration, un binding. Et si j'ai le modèle ici, un LLM ici, Lama 3.2. Donc, ici, ça pèse justement 2 gigas. Voilà. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Si Olama n'est pas installé sur votre machine, hein, donc c'est très important de l'installer. Hein, donc, voilà, partez sur le site officiel d'Olama pour installer. Et puis, voilà, suivant. Ou soit vous pouvez passer par la vie de commande. Mais, alors, une fois que c'est fait, je vais tout nettoyer. J'ai Olama installé sur ma machine avec un modèle par défaut, comme on peut le voir ici. Donc, Rosting utilise un modèle par défaut, Lama 3.2, puisque c'est un modèle très léger. Voilà, ça ne pèse pas assez. Vous pouvez aussi utiliser des modèles distants, comme vous pouvez le voir. Hein. Alors, ce que je vais faire ici, je vais justement je vais communiquer. Hein, je vais donc communiquer avec une source de données. Alors, c'est quoi l'avantage avec Rosting Chain? Rosting Chain, comme vous pouvez le voir, c'est justement un agent qui regroupe toutes les fonctionnalités ici. Donc, pas besoin de créer beaucoup de fichiers de configuration, mais justement avec un seul fichier et avec une seule, on va dire, un constructeur ici, Rosting Agent, qui est capable justement de pouvoir paramétrer cet agent-là en faisant quoi? Ben regardez, comme on peut le voir, la documentation est là. Vous avez justement beaucoup de cas ici, et là vous avez justement euh, le code ici pour le mode console, hein, pour justement tester Rosting Chain. Hein. Vous pouvez justement copier tout ceci et coller. Hein. Donc je reviens justement dans VS Code, vous créez soit un fichier test ou app, libre à vous. Et donc, vous collez ce que vous avez vu là, justement ici. Alors, moi, je l'ai déjà fait pour gagner en temps. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si vous posez justement le curseur ici, vous voyez, ça, ce sont des paramètres qui se trouvent dans cet agent-là, Rosting Chain, que vous pouvez justement ajouter donc des paramètres par défaut et d'autres paramètres ici que vous pouvez justement configurer à votre manière. Comme vous pouvez voir ici, LLM Models, le langage le modèle par défaut ici, c'est Llama 3.2. Vous avez ici le provider qui est justement automatique, hein, libre à vous de spécifier cela. La documentation, elle est là, elle est bien documentée, hein,
comme on peut le voir. Vous avez ici le modèle d'intégration, c'est-à-dire de binding. Ici, c'est fast embedded, comme on peut le voir. Et si la base de données vectorielle par défaut, c'est Chroma, vous avez jusqu'à 3 bases de données, Chroma, Face et QDrent. Voilà. Ici, vous pouvez faire la mise à jour. Donc, tout ceci, c'est bien beau. On va en voir dans la pratique. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Je suis en mode console. Je suis en mode console, donc j'ai créé donc une fonction principale qu'on peut le voir ici. Donc pour importer Hosting Chain, donc from Hosting Chain, import Hosting Agent. Tout ceci, vous allez trouver ça ici dans la documentation. Il n'y a rien de magie justement, qu'on peut le voir, rien de magie là. Toutes mes informations sont là. Et à partir de là, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai importé quelques éléments ici. Donc comme par défaut, hein. Si vous voulez, vous pouvez justement copier tout ceci. Ça, c'est en mode console. Vous pouvez utiliser ça en mode console. Vous pouvez utiliser Streamlit, vous pouvez utiliser Vue.js, peu importe ce que vous voulez, pour communiquer avec vos données. Bien. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est quoi? J'ai spécifié justement le modèle. Donc GPT-4o. Donc c'est un modèle distant que je suis en train d'utiliser. Le LLM Provider. Ici, j'utilise OpenAI. Et puis, la clé. Ici, j'ai créé donc un fichier d'environnement. C'est là où j'ai spécifié ma clé. Mais je ne vais pas vous montrer ça parce que c'est privé. Alors, comme on peut le voir, tout est bien indiqué ici dans la documentation. On va justement là. Voilà, ici. Ouais. Donc, on vous demande justement de créer un fichier nommé .env dans la racine justement de votre projet. C'est ce que ça signifie. Et là, si c'est pour OpenAI, donc vous allez prendre justement cette ligne, OpenAI, API key, comme pour vous égal, et ensuite vous collez votre clé API ici. C'est privé. Et donc, c'est à partir de là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai justement utilisé .env pour justement charger cette clé qui se trouve dans le fichier d'environnement ici, variable d'environnement.env, pour me permettre en fait de charger cela dans mon fichier principal ici, test.py, voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben écoutez, j'ai utilisé le OS qui signifie Operating System pour charger justement cette variable d'environnement, c'est-à-dire la clé qui se trouve dans cette variable d'environnement ici que j'ai déclarée dans .env à la racine de mon projet démo comme vous pouvez le voir ici. C'est ce que j'ai fait dans os.getOnv pour récupérer cette variable d'environnement. Voilà. OpenAI APN Key pour charger la clé d'OpenAI puisque j'utilise un modèle distant. Voilà. Et ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai data source. Regardez ici. C'est ici que vous allez spécifier vos sources de données. Donc, si par exemple, si c'est un fichier CSV, vous mettez là où ça se trouve la source de votre donnée, hein, le chemin. Si c'est par exemple, si c'est une base de données, là également, la documentation est là. On verra pas à pas, hein, comment justement communiquer avec vos bases de données, que ce soit relationnelles et non relationnelles. Alors, Hosting prend en charge justement des bases de données relationnelles comme PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Server, SQLite. Maintenant, pour les bases de données non relationnelles, vous avez MongoDB, Neo4j. Voilà. Et ici, la base ici vectorielle, par défaut, donc j'utilise Chroma, donc je peux ne pas spécifier cela, mais c'est la base de données vectorielle par défaut, hein, pour la recherche vectorielle, hein, voilà, similarité pour rechercher des informations. Ici, je peux justement, à chaque requête que je vais justement charger, hein, si la base de données doit être, doit être mise à jour ou pas. Donc, ici, vous avez le paramètre resetDB. Ici, vous avez la mémoire, vous pouvez activer la mémoire. OT update, ça veut dire s'il y a une mise à jour en fait, s'il y a une mise à jour de la source de votre base de connaissances, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura donc cette information sera donc mise à jour dans la base de connaissances justement du modèle en fait, voilà, de cet agent-là, Hosting Agent. Alors, Paul Interval, en fait, consiste justement pour les bases de données. Donc, pour faire la mise à jour, par exemple, si vous mettez 60, ça veut dire que c'est chaque 60 secondes. Vous aurez justement la mise à jour des données. Donc, votre base de connaissances ici sera mise à jour dans en fait, chaque 60 secondes, comme on peut le voir ici, dans à peu près une minute. Voilà, parce qu'une minute égale à 60 secondes. Et donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, libre à vous de spécifier cela. Vous pouvez mettre, par exemple, 15 secondes, comme on peut le voir ici. C'est en termes de secondes. Si vous mettez 15 ici, ça signifie 15 secondes. Voilà. Si vous mettez, par exemple, 2 ici, 2 secondes. Si vous mettez, par exemple, 1 ici, 1 seconde. Voilà. Donc, ce langage que vous par défaut, bah, c'est 1800, comme ceci. Voilà. C'est 30 minutes ici par défaut pour les bases de données et les pages web, comme ceci. Voilà. 30 minutes. Mais libre à vous. Alors, moi, ce que je vais faire ici, je vais, par exemple, laisser
60, donc 60 secondes chaque une minute. Voilà, chaque une minute, comme ceci. Parfait. Alors, ici, ça c'est en mode console, hein, comme on peut le voir, en mode console. Je vais donc tester cela. Je vais donc communiquer avec ce fichier-là, donc Titanic. Je vais donc communiquer avec ce fichier Titanic. Puisque c'est une donnée tabulaire, donc vous aurez la possibilité d'avoir des graphiques et autres. Alors, si vous voulez par exemple que des graphiques puissent être créés ici, dans un dossier ici public, comme ceci, graphique, vous avez un paramètre ici, donc comme ceci, dans Hosting Agent. Donc tout se trouve dans Hosting Agent. C'est là où vous allez paramétrer justement votre framework, justement. Donc ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais, par exemple, sauvegarder des images, c'est-à-dire des graphiques que Chain va me générer, que ce soit justement localisé ou encore sauvegardé dans ce sous-dossier graph. Si vous voulez le faire, donc vous utilisez le paramètre save graph, comme vous pouvez le voir ici, VS Code vous propose même cela. Alors vous pouvez initialiser à true. Donc vous pouvez initialiser à true, attention, à true comme ceci. Ouais. Maintenant, si vous voulez ici avoir, par exemple, sauvegarder les fichiers log, virgule comme ceci, attention, virgule. Les fichiers log, vous pouvez ici faire save logs comme ceci pour sauvegarder justement vos fichiers log. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, alors, pour un premier temps, je vais justement commenter d'abord pour la sauvegarde des fichiers parce qu'à un moment donné, ça peut faire un peu gros et du coup, le projet deviendra justement très lourd. Donc, du coup, c'est inutile. Donc, mais libre à vous, vous allez voir dans quel cas vous pouvez juste sauvegarder des graphiques ou pas. Donc, si vous mettez, par exemple, si vous ne spécifiez pas, par défaut, c'est false, ça veut dire quoi? L'IA va justement vous proposer, justement, Rostinction va vous afficher les graphiques mais après, ces graphiques seront supprimés. Donc, ça ne va pas justement occuper de la mémoire ici, que ce soit de votre serveur ou votre PC, peu importe. Voilà. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais justement lancer. On va faire un test. Donc, je vais faire ceci. Python, puisque je suis en mode console, donc Python test. Puisque ça se trouve à la racine, Python test.py, comme ceci. Je vais aller par la touche entrée. On va voir donc tout ceci. Rappelez-vous, nous utilisons justement un modèle d'intégration par défaut qui est le Fastbed. Voilà. Donc, pour un premier temps, il va donc charger cela sur dans votre dossier ici. Ça va prendre un peu de temps. Et puis, bien après, ça va aller très, très vite. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, voilà. Donc, là, il va justement charger le modèle d'intégration, comme on peut le voir ici, d'un bending. Voilà. Il est en train de charger. Donc, c'est Fast Embed. Voilà. Et après ça, vous allez voir, ça va aller très, très vite. Fluide. Donc là, il vient de générer justement, comme on peut le voir ici, un dossier d'intégration. Voilà. Et ici, vous avez vos fichiers log. Si je clique ici, comme vous le voir, si je clique ici, ouais, j'ai mes logs. Voilà, j'ai mes logs ici. Donc là, tout se passe ici, dans ces fichiers log. Voilà. Donc là, je reviens justement. Il est en train de charger justement ce modèle d'intégration. Et là, comme on peut le voir au niveau des logs dans la console, vous voyez ici, il est en train d'initialiser l'agent Rosting Chain avec la version 1.3.0. Ici, vous avez le modèle ici, c'est GPT-4o que je suis en train d'utiliser. Et donc là, il est en train de charger les éléments. Voilà. Et donc là, il a fini. Donc là, il engage l'activation de OpenAI, sécurité. Il y a aussi la partie sécurité, on y reviendra. Et comme on peut le voir ici, Statching, donc il est en train d'injecter les données justement dans sa base de connaissances. Donc il traite le fichier. Et donc là, il a détecté, c'est un fichier titanic.csv. Donc voilà. Ici, vous avez donc la mise de votre base de connaissances RAC. Donc, il a justement utilisé un seul chunks ici. Et là, on peut donc commencer à poser des questions. Si je fais ceci, par exemple, voilà, je peux lui demander plus que c'est des données tabulaires Titanic. Donc, je veux dire de quoi parlent mes données. Par exemple, de quoi parlent mes données. Juste un exemple là. Voilà, de quoi parlent mes données. Je valide par la touche entrée. Et là, boum, ce que vous voyez. Et donc là, il engage justement un data analyst, donc ici qui va justement faire le code ici puisque ce sont des données tabulaires. Et donc on va générer donc justement ceci. Regardez là, il reprend vos données concernant la tragédie du Titanic et inclut les informations sur leur survie, leur classe
cabine, blablabla, blablabla. Tout ça, je vous laisse le soin quand vous allez tester de lire. Voilà la réponse, c'est justement ici de Chain. Vous allez voir, donc il y a cette intégration-là entre votre modèle OpenAI que j'utilise, GPT-4o, avec ma base de connaissances qui est le fichier CSV. Voilà, vous pouvez aussi générer des graphiques. Et tout ceci, on verra ça quand on va justement utiliser euh, des interfaces, par exemple web. Donc, on va prendre par exemple Streamlit, on verra ça tout à l'heure, ensemble avec vous. Ouais, ça c'est en mode console, voilà. Et si je lui dis par exemple, donne-moi le nombre d'observations, donc donne-moi le nombre total d'observations. D'observations ici, ce sont des lignes, hein, justement, de mon fichier CSV qu'on peut le voir. Vous pouvez aussi communiquer avec vos fichiers Excel, hein. Donc, vous avez plusieurs sources de données ici. Vous pouvez justement communiquer. Observation. Donc, donne-moi le nombre total d'observations, si vous voulez bien, comme ceci, ou S, peu importe. Et voilà. Et là, vous dit quoi? Le nombre total d'observations ici est de combien? 891. Voilà. Vous pouvez dire, mais qu'est-ce qui prouve? Mais il n'y a pas de problème. Je vais aller là où se trouve mon fichier. Donc, je vais chercher Titanic, le fichier CSV Titanic. Donc, c'est là où se trouve ma base de connaissances, hein. Dans Bureau DB, ici, je cherche Titanic. Voilà, Titanic. Je vais donc lancer tout ceci, ce fichier CSV. Voyons voir le nombre d'observations, donc le nombre de lignes. Regardez ici, c'est 891 moins 1 parce qu'il y a des colonnes. Parce que une ligne ici, la première ligne, ce sont des colonnes. Vous faites moins 1, vous allez vous retrouver avec 891 et c'est bel et bien la bonne réponse que Rustinction vient de me générer en fait, comme vous le voir ici. Donc voilà, c'est la bonne réponse. Le nombre total d'observations est de 891. Pourquoi? Parce que donc vous avez ici 892 moins 1. La première ligne, ce sont des colonnes. Vous allez vous retrouver avec 891 et bien c'est bel et bien là. Voilà. Ouais, c'est très intéressant, très fluide. Et à partir de là, je peux donc, on peut utiliser en mode, par exemple, web, hein. On va utiliser en mode web. Donc, ce que je vais faire ici, Q, comme ceci. Voilà, bye. Donc là, on va utiliser mode. Donc, je vais tout nettoyer. Je vais utiliser donc le mode web, hein, en utilisant Streamlit. Donc, je vais dans VS Code, comme ceci. Je vais commenter le mode console. Tout ceci, je vais commenter. Parfait. Alors, je vais ici. Je vais donc décommenter tout ceci, mode web, hein. Voilà. Alors, ici, c'est toujours avec Titanic. Donc, je vais voir ici. Hop. Je vais prendre cette source de données là. Voilà. Donc, je viens là. Hop. Je vais spécifier ça justement ici. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez aussi discuter avec vos data frames, hein. Donc, voilà. Mais pour l'instant, on va d'abord commencer avec les fichiers CSV. On verra pas mal de sources de données ensemble avec vous, hein, les amis. Alors, le fichier de console ici, comme vous le voir, toutes les informations sont là. Fichier de console, ça peut être très intéressant en termes d'analyse. Voilà. Et sachez que l'agent Rusting Agent est capable justement de se corriger tout seul. S'il rencontre justement des erreurs, il va justement se corriger plus de 3 fois pour trouver la réponse, justement. On peut le voir. Donc, c'est un agent autonome. Très intéressant, les amis. Alors, ici, on va donc lancer le mode, on va donc lancer le mode, on va donc lancer le mode, qu'on peut le voir web ici. Alors, comme ceci, si vous voulez vous supprimer cette base de connaissances là, par exemple ça, je vais supprimer ça. Qu'on peut le voir, cette base de connaissances générale dans votre fichier là. Ok, je suis ici. Et donc là, je change le modèle. Je change justement quoi? La base de données vectorielle. Ici, en mode console, j'ai utilisé par exemple Chroma par défaut, hein. Comme on peut le voir ici, j'ai utilisé Chroma là. Vous voyez, j'ai utilisé Chroma. Cette fois-ci, je vais changer la base vectorielle pour la recherche. Ici, je vais prendre QDrent. Voilà. C'est vraiment pour une performance à haut débit, hein, je vous assure. Donc voilà. Et c'est développé en langage de programmation Rust. J'ai eu à faire une formation là-dessus. Pour pouvoir aller jeter un coup d'œil, hein. Voilà. Donc ici, je vais faire update true, pourquoi pas. Là également, la console, je vais justement faire ceci, ajouter ceci. Sauvegarder les images pour l'instant, je ne veux pas. Mode de sortie. Vous avez ici, vous pouvez spécifier votre mode de sortie, si c'est en JSON, en Markdown ou en Cartoon. Bon, tout ceci, on verra ça ensemble avec vous, les amis, c'est pas grave. Alors pour la mise à jour, pour chaque information, source de données ici, pour faire la mise à jour de la base de données vectorielle, je vais laisser ça comme ceci, je vais décommenter. Alors regardez ce qui va se passer, je vais tout supprimer, ce dossier-là public.
Dans le dossier public, c'est là où vous allez retrouver vos fichiers de log et vos images si vous activez le paramètre Save Image, par exemple ici, à true. Mais je décommande ça pour l'instant. On va aller pas à pas, les amis. Alors, cette fois-ci, je vais lancer le mode web en faisant quoi? Streamlit, comme ceci. Alors, si Streamlit n'est pas installé sur votre machine, c'est très simple. Vous tapez pip, install, comme ceci. Voilà. Streamlit, vous validez par la touche entrée, ça sera installé justement. Donc, j'utilise Streamlit pour la partie web. Voilà, partie UI. Donc, je vais faire ceci, Streamlit, Rhine, mon fichier test.py, comme ceci. Voilà. Donc, je vais lancer tout ceci. Donc, on attend que le serveur... Alors, justement, vous pouvez voir ici, hein, qu'est-ce qui va se passer. Ici, on voit la console. Donc, le serveur Streamlit est justement lancé. Et donc là, on attend qu'il ait justement cette intégration-là. Et voilà. Et donc là, Hosting Chain prend le relais. Et là, il stocke justement cela dans une base de données vectorielle appelée QTrend. Et donc, la mise à jour de ma base de données, euh, ma base de connaissances ici, RAC, est déjà justement mise à jour, hein, comme on peut le voir aussi avec un seul chunk. Et ici, il y a une surveillance. Donc, cette fois-ci, s'il y a une nouvelle donnée, on va voir, nous allons faire un test. Vous allez voir, les amis, la magie de ce framework-là. Vous allez voir. Alors, là, tout est bon dans Hosting Chain, Data Assistance. Donc, on peut poser des questions ici en langage naturel. Je veux lui dire de quoi parlent justement mes données. Je vais lui dire ceci, par exemple, de quoi parlent mes données. Première question. Donc là, je discute avec mon fichier CSV, hein. Et là, vous pouvez voir tout ce qui se passe ici dans la console. Donc, il exécute le code et là, il affiche la réponse, qu'on peut le voir. Vos données concernent les passagers du Titanic, incluent les informations de survie. Et voilà ce que nous avons ici. Survie sur 1891 passagers. Ça, on a vu ça ensemble avec vous dans le fichier CSV, hein. Ouais. Toutes les informations là, les données peuvent être utilisées pour analyser les facteurs influents la survie des passagers du Titanic. Voilà. Et là, cette fois-ci, je vais lui dire ceci. Donne les infos. Donne les infos du dernier passager. Regardez ici, passager. Donne les infos du dernier passager. Si je valide par la touche entrée, vous allez voir, il va me donner les infos du dernier passager et on pourra justement vérifier. Et là, il dit quoi? Le dernier passager était un homme de 32 ans, voyageant en troisième, oui, en troisième classe. Il n'avait ni frère, sœur, ni parents à bord et a embarqué à Queenstown, comme vous pouvez le voir ici. Le tarif de son billet était de, ouais, malheureusement, il n'a pas survécu au naufrage. Voyons voir cela. On va voir le dernier passager, c'est justement cette dernière ligne-là. 892 ici, mais moins 1 plus la ligne de la colonne, que si vous faites moins 1, donc c'est 891. Regardez ici, mâle, âge ici, 32 ans, comme on peut le voir ici. 7 queen, voilà. Et ici, survie, no, comme on peut le voir ici. Et voilà. Tout est bien. Vous voyez, donc il vient de détecter cette information-là. Alors, regardez la magie, les amis. Je vais lui dire, affiche-moi, je vais dire, affiche la distribution des âges. Regardez, les amis. Affiche la distribution des âges. Regardez ici. Vous allez voir. Il va afficher le graphique avec une interprétation. C'est magnifique. Et boum, les amis, regardez. C'est magnifique, j'adore ce framework Hosting Chain. Regardez ici, les amis. La distribution des âges des passagers à la survie, excusez-moi, la distribution des âges des passagers est la suivante. Nombre total de passagers, on lui donne des informations sur là. Âge, on lui donne les informations, tout est là, donc c'est après nettoyage et autres. Et là, les cartes types, toutes les informations sont là. Et puis dit, cela montre une population relative jeune avec une majorité des passagers ayant moins de 38 ans. Et donc là, nous avons notre graphique comme ceci. C'est magnifique. Et là, vous voyez ici, le dernier passager à peu près, je crois, le plus âgé des passagers ici, a, je crois, 80 ou 81 ans. On va voir, on va lui poser la question. Donne donne les infos du du passager
du passager le plus âgé. Le plus âgé, comme ceci. Voilà. Regardez, on va voir, pas plus que ici, le graphe nous indique ici, l'âge va jusqu'à entre 80 et 81 ans, on va voir, oui, 80 ans. Donc, vous pouvez le voir ici. Le passager le plus âgé est un homme de 80 ans. Pourquoi? Parce que vous voyez même la courbe vient jusqu'ici. Tac. Il a voyagé en première classe et a embarqué à Southampton Pont, comme vous le voir ici. Bon, excusez pour la prononciation, et a survécu au naufrage. Il voyageait seul, sans frère, sœur, parents ou enfants à bord. Le prix de son billet était de 30.0 et il était situé sur le pont A. Voilà, très intéressant, avec toutes les informations nécessaires. Ouais. Alors, on peut aussi faire les tests statistiques hein, sur vos données. Hein. C'est magnifique. Je veux lui dire, fais-moi le test Q2, comme pour ceci, Q2. Donc, fais-moi le test Q2 sur les âges. Sur les âges, comme ceci. On va voir. Donc, je lui demande de faire le test Q2 sur les âges. On pouvait ajouter avec une autre variable sur robot. Même si je me trompe ici en termes de questions, mais justement, l'IA va comprendre, donc Rosentien va comprendre ce que vous voulez. Et va vous donner la bonne réponse. Voilà. Et donc, on patiente. Et boum, comme vous pouvez le voir ici, il dit quoi? Le test du Ki2 a été effectué sur les âges. Et voici les résultats. Vous voyez ici, statistique du Ki2, c'est 10. Le peu-value, calcul le peu-value, le degré de liberté, c'est 7. Fréquence attendue, il dit la valeur attendue pour chaque catégorie sont principalement de 0, donc 0,5 avec des catégories ayant une valeur attendue de 1.0. Interprétation. Là, vous avez des interprétations et la conclusion. Ouais. Donc, vous pouvez faire les tests statistiques sur vos données. Vous pouvez générer des graphiques, tout ce que vous voulez. Alors, là, ce que je vais faire, c'est quoi? Donc, Titanic, je vais lui demander de me faire donc affiche. Donc, je vais lui dire affiche 1 pie chat des survies. Donc, de survie comme ceci. Voilà. Et boum, vous avez ceci. Donc ouais, le résultat montre la répartition de survivants et de survivants et de non-survivants dans un ensemble de données sur un total de 891 individus. Donc ici, vous avez ici 549 n'ont pas survécu, environ 61,6% et 342 ont survécu, environ 38,4%. Cela signifie qu'un peu plus d'un tiers des individus ont survécu, tandis que la majorité n'a pas pu survécu. Et là, vous allez voir des graphiques justement ici, des survivants, comme vous pouvez le voir ici, et là, ceux qui n'ont pas survécu. Voilà votre graphique. Ça, c'est le framework Ro5 vous offre cela, les amis. Vous pouvez communiquer avec vos fichiers, vos bases de données. Vous allez voir, on va justement communiquer avec des bases de données. Alors, les amis, cette fois-ci, on va changer la source de données. Je vais donc activer ResetDB True. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, je vais changer la base de données. Au lieu d'utiliser Qtrend, je vais utiliser par exemple, attention, pourquoi pas, on a déjà utilisé Chroma, on a utilisé Qtrend, on va utiliser Face. Voilà, cette base de données vectorielle Face, on va donc utiliser cette base-là. Comme ça, on va donc supprimer cette base de données ancienne là, qui est là justement là. OK. Et donc ici, il faut faire quoi? Il y a une virgule qu'il faut faire. Alors, cette fois-ci, je vais communiquer avec ma base de données PostgreSQL. On va voir ensemble, hein. Communiquer avec cette base de données. Hop, je vais désactiver. Alors, comme vous pouvez le voir, data source, ici, il suffit juste de spécifier votre source de données. Donc, je vais prendre cette configuration-là. Hop, tout ceci, je pourrais donc commenter. Hein. Donc, je vais faire ceci. Je vais commenter parce que ça pourrait me servir bien après pour la démo. Hop, je mets la virgule là. Attention. Bien, parfait. Comme on peut le voir ici, les amis, tout est hop, tout est top. OK, donc là, j'ai la configuration de ma base de données PostgreSQL qui est justement là. Ouais, j'ai cette base de données. Donc, je vais me connecter à cette base de données-là. PopuDB, hein, comme on peut le voir ici, PopuDB, et j'utilise la table salaire. La requête, elle est là, mais génère toutes les données sont là. Voilà. Et ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Ben, écoutez, ici, j'ai le nombre total des lignes. 3755 observations, comme on peut le voir ici. Alors, on va donc communiquer, hein, on va donc dialoguer avec cette base de données-là. Donc, si je fais quoi? Hop, je vais donc lancer Streamlit comme ceci.
Il faut noter, Raw5Chain prend en charge des bases de données relationnelles comme PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Server, SQLite. Pour les bases de données non SQL, vous avez Neo4j et MongoDB. Donc, vous allez voir, on va ici se connecter avec des PDF, des fichiers Excel, on a déjà vu les fichiers CSV, et bien d'autres fichiers qui existent, des vidéos, des audios, des pages web. Voilà. Alors, voyons voir ce qui se passe ici. Voilà. Donc là, il a initialisé. Il est en train de faire le chunking. Justement, il fait donc la mise à jour de la base de connaissances dans le rack ici. Et donc là, il est en train de surveiller justement les données, hein, comme on peut le voir ici. Voilà. Et il va donc générer deux chunks ici, dans la base de connaissances, rack. Et donc là, tout est prêt, mais les données sont bien bel et bien chargées. Alors, je vais lui dire de quoi parle. Toujours la fameuse question de quoi parlent mes données. Donc, je lui pose la question en langage naturel. Donc là, je suis en train de communiquer avec ma base de données PostgreSQL, comme on peut le voir. Et donc là, tout se passe là, il a bien généré. Et donc là, la réponse est là. Vos données concernent des informations, des emplois dans le domaine de la science. Et voilà, toutes les données sont là, les amis. Il vient de me donner une réponse. Parfait. Et je vais lui demander, donne-moi le nombre donne-moi le nombre total d'observations. Voilà. Donc, l'observation ici, ce sont des lignes. Le nombre total d'observations est 2. Et si on vérifie la base de données PostgreSQL, comme on peut le voir, total row, ici, c'est le même chiffre. Voilà, le même nombre. Voilà. Donc, c'est bien et bien ça. Et puis, je vais lui demander quoi, justement là, donne-moi les colonnes, par exemple. Voilà, donne les colonnes. Juste comme ça, donne les colonnes. Voilà, j'ai mes colonnes qui sont ici. Les colonnes disponibles sont niveau d'expérience, type d'emploi. Et donc là, le modèle justement a traduit cela en français. Mais si on justement vérifie dans la base de données, c'est en anglais, c'est écrit en anglais. Mais puisque j'ai posé la question en français et donc la base de données doit me répondre justement en français. Voilà, donc c'est conçu comme ça le framework. La langue que vous posez et vous aurez la réponse aussi dans la langue que vous posez votre requête justement. Voilà. Et donc ici, j'ai mes colonnes ici. Alors je vais donc lui demander justement de me générer un graphique. Donc affiche-moi affiche-moi la distribution des salaires. Distribution des salaires, par exemple. Voilà. Je lui demande cette information. Affiche la distribution des salaires. Et voilà, j'ai la description des salaires ici avec cette interprétation et autres. Voilà. Tout y est. Et je vais encore lui demander, par exemple, ici, les informations. Les informations sont là, les amis, comme vous pouvez le voir, tout est bien clair avec mon graphique et autres. Tout est parfait. Et puisque j'ai mes colonnes, à partir de là, je peux lui demander, par exemple, affiche, euh, affiche un pie chart, affiche un pie chart des, des quoi? D'intitulé de poste. Non, intitulé d'un poste, non, de type d'emploi. Ou, ça n'engage que vous, hein. Niveau d'expérience, comme on peut le voir ici, bien du type d'emploi, intitulé de poste. Vous avez ici, alors qu'est-ce qui est beaucoup plus, la taille, c'est mieux, la taille des entreprises, voilà. Voilà. Donc, pie chart de taille, affiche un pie chart de taille de l'entreprise. Bon, des entreprises. De taille des entreprises, si vous voulez bien. Comme ceci. Peu importe, l'IA va comprendre. C'est ça aussi l'efficacité. Il va donc comprendre mon prompt et ensuite me donner une bonne réponse par rapport à mon prompt là. Voilà, à partir de mon prompt. Et voilà, toutes les infos sont là. Donc, ce sont les tailles des entreprises qu'on peut le voir ici. Moyenne entreprise M, grande entreprise L, petite entreprise, ici c'est S, comme vous le voir ici avec
le nombre total justement ici. Cela signifie que la majorité des entreprises sont de taille moyenne, suivies par les grandes entreprises et enfin les petites entreprises. Cette distribution peut indiquer une prédominance, tout, voilà. Donc j'ai toutes mes infos sur là. Voilà. Bon. Euh, Ici, je vais lui demander par exemple, ici j'ai des années, je crois. Affiche, affiche la distribution des années. Bon, distribution des années, justement pour avoir des années. Donc, vous n'êtes pas obligé de préciser, de donner toute cette précision. Si je remonte là des colonnes, par exemple, ici, années de travail. Donc, les années de travail, vous n'êtes pas obligé, juste des années. Vous allez voir que le modèle ou encore le framework va comprendre, donc, justement, ce que vous voulez, en fait. Voilà. Donc, le modèle va comprendre justement cela. Et donc, là, vous avez justement ici vos années. Voilà. Cette distribution-là. Voilà. Donc, et sachez que Chain vous permet en fait de générer, de discuter avec vos bases de données. Vous pouvez générer des graphiques, faire les tests statistiques. Donc ici, je reviens justement ici la doc pour communiquer avec les bases de données. Par exemple ici, les bases de données. Hein, vous avez ici SQLite, vous voyez Oracle, MySQL. Ici, c'est avec MySQL. Voilà. Vous pouvez connecter avec vos bases de données MySQL, hein, libre à vous. Voilà. Et tout est là, tout est là. Voilà. Tout est là. MongoDB, Neo4j. SQL Server, donc voilà, tout est là. Et on vous dit que l'option 2 est beaucoup plus recommandée. Voilà. Donc libre à vous, vous pouvez tester dans votre côté, voir un peu ce que ça donne, ensuite vous laissez en commentaire vos avis, en fait, vos impressions. C'est très important. Donc, puisque on peut pas tout faire, hein, on va aller très très vite, un peu plus vite, les amis. On a juste pris une base de données, c'est bien. Mais libre à vous de faire d'autres bases de données avec d'autres bases de données. Cette fois-ci, on va tchatcher avec des fichiers, par exemple, PDF. Donc, on va voir, ou avec des images. On peut aussi communiquer Rosenting avec vos images, hein. Donc, on va voir tout ceci. Voilà. Donc, je vais couper le serveur comme ceci. Hop. On va changer la source de données. Cette fois-ci, je vais communiquer avec une source différente. Et donc là, hop. Je vais prendre cette source-là. Donc, je vais chercher un PDF. Prenons un PDF comme ceci. Donc, je vais aller dans Bureau, Dossier DB, aller chercher un PDF ici. Alors, ici, je vais prendre ce PDF reçu. Qu'est-ce que ça donne? Voyons voir. Ok, j'ai ce fichier-là. Ce fichier-là, je vais communiquer avec ce fichier en langage naturel. Donc, je vais justement venir ici, je vais spécifier, mon fichier s'appelle reçu. Donc, reçu.pdf. Voilà. La base de données, je peux laisser. Je peux utiliser sur Chroma, son langage que vous. Voilà. ResetDB, oui. Comme ça, cette base de données-là sera supprimée. Parce que je l'ai utilisé pour me connecter à la base de données PostgreSQL. OK. Les images, on va voir le dossier public. Est-ce qu'il y a eu génération des images? OK. Voilà, c'est bon. Pourquoi ici? Ici, j'avais dit save graph. J'ai commenté cela. Donc, on ne peut pas stocker cela. Voilà. Et ici, j'ai mes fichiers de log, hein, comme vous pouvez le voir ici, pour chaque source de données que je viens de faire ici. Voilà. J'ai mes informations ici. Toutes les données sont là. Voilà. Fichiers de log sont là. Parfait. Vous pouvez désactiver cela si vous trouvez que non, bah, ça bouffe de l'espace, de la mémoire. Vous pouvez justement commenter cela ou ramener ça à false. Mais par défaut, c'est déjà false. Voilà. Et donc ici, je vais communiquer avec cette source-là, c'est-à-dire ce fichier PDF-là. Et voyons voir en langage naturel. Donc je coupe le serveur, c'est déjà coupé, et je relance. Hop. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc cette base, regardez. Ok, ok, hop. Vous allez voir. Je reviens justement ici. Cette base sera supprimée parce que j'ai dit reset DB true. Vous allez voir. Hop, vous avez vu, ça s'est supprimé. Et là, ça va donc créer de nouveau une base vectorielle ici. Vous allez voir DB storage. Et donc là,
On va donc créer cette base. Donc là, on utilise OCR, Hosting OCR quand il s'agit de PDF, hein, que ce soit des PDF scannés, des vrais PDF. C'est là où Hosting OCR intervient. Et donc là, recrée encore cette base de données là, qu'on peut le voir, tout est là. Face, voilà. Et donc là, on est prêt justement à dialoguer. Donc s'il y a une mise à jour dans ce PDF là, des nouvelles données, automatiquement, ça va être récupéré. Ça va être, en fait, la base de connaissances sera donc mise à jour. Et donc là, si je reviens au niveau de mon navigateur, comme on peut le voir, je peux donc dialoguer. Je veux dire de quoi? Toujours la fameuse question, de quoi parle ce document? Ce document, comme ceci. Puisque c'est un fichier PDF, on va voir, hein. Et voilà, il dit ce document est une page de confirmation d'une transaction effectuée avec Enigaz et Power France. Il contient des informations détaillées sur la transaction, y compris la date du 17, tout. Voilà le numéro de la carte masquée, qu'on peut le voir ici, transaction, blablabla, blablabla. Il donne les informations ici. Voilà, tout est là. Alors, je vais lui poser qui est le fournisseur. Je vais dire qui est, qui est le fournisseur. Fournisseur, voilà, fournisseur. Regardez. Et là, il dit le fournisseur est Eni Gaz Power France. Voilà. Adressé à qui? À qui? Adressé, adressé à qui? Donc là, la facture n'est pas adressée à quelqu'un. Pourquoi? Parce que voilà, tout est là. À part cette information, il ne peut pas inventer. L'IA ne peut pas inventer. C'est pas adressé à quelqu'un. Et on a juste ces informations qui sont là. Donc c'est pas adressé à quelqu'un. À part l'information en fait du bénéficiaire ou bien du destinataire, il n'y en a pas ici. Et donc c'est bel et bien juste. Et donc il dit, raison pour laquelle, puisqu'il ne peut pas inventer, pour ne pas halluciner, il dit, je n'ai pas assez d'informations dans ma base de connaissances pour répondre à cette question. Voilà. En voyant la facture, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais lui demander par exemple, euh, donne-moi le montant ou bien on va demander quoi? Quelle information on peut lui demander ici? Quelle information on peut lui demander ici? L'identification, le montant de la transaction. Bon, on peut lui demander le montant de la transaction. Donne-moi le montant de la transaction. Et voilà, le montant de la transaction est de voilà, 50 € 84 centimes. On peut vérifier. Est-ce que c'est vrai? 50 € 84 centimes. Oui. Le numéro, je vais dire le numéro et le numéro d'autorisation. Là, il donne le numéro d'autorisation et justement là. Voilà. Le numéro d'autorisation. Donc, vous pouvez, ouais, vous pouvez discuter avec vos données, hein. Vous pouvez demander la date aussi, tout ça, il va vous retourner cela. Voilà. Et quel est le type? Je veux dire quel est le type de ce document. Il dit type de ce document est une page de confirmation de transaction. Voilà. Et ici on vérifie. Ah ouais, juste en haut, page de confirmation. Voilà. Voilà. Donc ouais, vous pouvez discuter avec vos fichiers PDF. Alors, il y a une chose ici, c'est quoi? Vous pouvez justement masquer ces données sensibles. Si vous trouvez que cette information est sensible, regardez, c'est là où vous pouvez justement, regardez, je vais couper le serveur cette fois-ci. Je coupe d'abord le serveur. Je vais activer un paramètre pour sécuriser vos données là. Voilà. Je vais couper le serveur, je vais dans VS Code, je vais donc activer le paramètre Security Filter. Donc je vais filtrer les informations. Je vais lui dire tout ce qui est, par exemple, money, comme on peut le voir ici, money, bon, si vous voulez bien en anglais propre, tout ce qui est money, tout ce qui est, par exemple, date, euh, doit être justement confidentiel. Alors ici, je vais lui dire quoi? Je vais enlever tout ceci, c'est là où je vais filtrer. Alors, ceci, on n'invente pas. Il y a une liste dans la documentation ici, donc ça, je peux fermer. Ça aussi, je peux fermer. Alors, je reviens au niveau de la documentation. Vous avez justement un tableau ici, un tableau pour filtrer vos informations, en fait, pour rendre vos données, vos informations confidentielles. Vous avez les emails, vous avez le téléphone, vous avez
numéro d'identification, comme vous pouvez le voir, c'est le passeport. Vous avez toutes les informations, les adresses postales, tout ça, les BIC, les IBAN, tout ça, voilà. Vous avez toutes ces informations-là, les TVA, comme on peut le voir, les crédits, cartes bancaires, money, tout ça, voilà. Alors, les salaires aussi, vous avez les dates, les informations médicales. Alors, ce qui m'intéresse ici sur le PDF, je vais donc cacher tout ce qui est chiffres. Voilà. Et aussi peut-être la date, je ne sais pas, mais on va justement garder justement money. Donc, on va prendre par exemple ici, je reviens là, je vais prendre salary comme ceci. Je vais donc sécuriser ces informations. Money est déjà là et salary. Je vais sécuriser ces données-là. Alors regardez, je vais donc relancer mon serveur, c'est-à-dire lancer mon serveur justement ici, mon application de mon serveur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va attendre justement qu'il puisse charger ces données-là. Puisque j'ai fait un reset égale true, donc on va justement supprimer encore cette base de données-là. Je ne réduis pas, mais libre à vous. J'utilise la base de données vectorielle ici face et là j'utilise la source ici reçu.pdf et c'est bel et bien ce PDF que je suis en train d'utiliser. Vous pouvez voir ici juste en haut reçu.pdf. Voilà, on peut pas inventer les choses. Parfait. Donc on attend et là Streamlit, le serveur est justement bien lancé. On attend justement aussi Hosting Chain puisse faire justement ces configurations là. Voilà. Il va donc initialiser la base de données d'intégration. Utilise donc l'OCR Hosting OCR. C'est aussi une bibliothèque que j'ai eu à développer, hein. Donc c'est une bibliothèque. Allez-y voir un coup d'œil justement. C'est pour justement récupérer des informations du texte sur des PDF, des vrais PDF et sur des PDF scannés et même sur des images. Voilà. Donc je l'ai intégré dans mon framework Hosting Chain. Et donc ici la base de données vectorielle que j'utilise c'est Face. C'est une base de données vectorielle développée par Facebook, hein. Ouais, très puissant aussi. Alors ici ce que je vais faire c'est quoi? Tout est parfait. Et donc à partir de là, regardez, je viens là, je vais lui demander donne-moi le montant, justement ici. Donne-moi le montant. Par exemple ici, donne le montant. Je donne juste un exemple comme ceci. Vous allez voir ce qu'il va me dire. Vous voyez ici, le montant de la transaction est de money. Pourquoi? Il a sécurisé cela parce que là, regardez, dans la documentation, vous pouvez sécuriser vos données. Donc, il a détecté c'est de l'argent. Donc, il a retrouvé money quelque part là, puisque c'est de l'argent. Vous voyez, il a donc masqué cette information-là, il a remplacé ça par money. Comme on peut le voir ici. Voilà. Donc, il n'a pas voulu livrer cela parce que dans mon application dans Hosting, c'est-à-dire dans l'agent Hosting Agent, qu'on peut le voir ici, j'ai initialisé justement ce filtre-là, c'est-à-dire ce paramètre Security Filter, pour sécuriser les données censées, par exemple, tout ce qui est argent, tout ce qui est salaire. Et puisque dans cette facture-là, j'ai justement un montant ici, et du coup, ben, cette information sera cachée, l'IA ne va pas rendre cela accessible à l'utilisateur. Comme on peut le voir, le montant de la transaction est de money. Voilà. Ouais. Vous sécurisez vos données en spécifiant, en utilisant la liste qui est justement ici, telle que vous le voyez ici. Cette liste-là. Voilà. Il faut respecter l'orthographe, voilà, c'est en majuscule. Voilà. Si vous mettez autre chose, vous aurez une erreur sûrement. Parfait. Vous pouvez aussi masquer hein, les dates d'anniversaire, tout ce que vous voulez, les API, tout ce que vous voulez. Voilà. Les IBAN, les emails, les téléphones, tout, beaucoup de choses, les adresses, les boîtes postales. Voilà, c'est le langage que vous. Parfait. C'est ce que je voulais vous aussi proposer. Et aussi, vous avez un petit conseil ici, hein, si vous voulez par exemple. Alors, vous n'êtes pas obligé de maîtriser tous ces paramètres-là par cœur, pas du tout. Quand vous importez justement from hosting chain, import hosting agent, si vous posez même votre curseur ici, de toutes les façons, quand vous allez justement utiliser là, vous posez là, regardez ici. Ouais, il vous pose tous les paramètres de cet agent-là, hosting agent, que vous pouvez justement initialiser ici et configurer. Ouais, tout est là, c'est bien expliqué. Ouais. Donc vous avez des paramètres par défaut, d'autres ici, vous pouvez justement initialiser, configurer ce langage que vous. Même le système prompt ici, vous voyez, vous mettre le nom de la compagnie, sécuriser user, tout ça, l'ID, tout est là. Tout est là. Voilà. Donc, lisez la documentation, vous aurez toutes les informations. Voilà. Voilà. Vous pouvez ici activer le streaming, ce langage que vous, les amis. Avoir des réponses comme sur ChatGPT, vous envoyez les réponses mot à mot là. Voilà. Alors ici, on a vu des PDF. Cette fois-ci, on va passer par les images. OK. Cette fois-ci, je vais utiliser une image. Donc, je vais justement utiliser mg en point web p comme ceci. Alors,
Quelle est cette image là? Bon, cette base de données là, je peux supprimer. De toutes les façons, ça, je peux supprimer. Ok. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est quoi, les amis? Regardez. Je vais utiliser donc une image ici, dans DB. Ici, je suis dans Bureau DB. Je vais chercher une image. Pourquoi pas image numéro 1. Voilà. Voilà, j'ai cette image-là. Je vais demander justement au modèle. Donc là, j'en ai deux, hein. Je vais demander au modèle justement de me dire, de décrire, en fait, de me décrire cette image-là. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est quoi? Ben, justement, je vais lancer. Donc, je coupe mon serveur ici. Je coupe mon serveur. Et cette fois-ci, on va discuter. Voilà. Cette fois-ci, on va communiquer, discuter avec une image. Donc, on va justement demander à Hosting Chain, à cet agent-là, justement, Hosting Agent, de nous décrire, en fait, ce qui est sur cette image-là. Ça peut être très intéressant. Voilà. Donc, on attend que Hosting Chain puisse justement configurer tout ceci. Parfait. Donc, ce paramètre-là, je pouvais justement désactiver cela, hein, parce que là, c'est maintenant des images. Il n'y a pas de money, il n'y a pas de salary. Ça sert à rien. Et donc là, je suis en mode, comme vous pouvez le voir, c'est mode image. Et là, il détecte ici le nom de l'image, img1.webp. Voilà. Et donc là, je peux donc communiquer. Décris-moi ce qui est, décris-moi cette image. Et là, il dit, l'image montre un chat roux portant un chapeau de sorcier orné d'étoiles. Le chat tient une pancarte sur laquelle est écrit How to build deep learning models without a PhD. L'arrière-plan est bleu avec des étoiles. Vérifions tout ceci. Ok. Voilà. How to build, tout avec des étoiles, chapeau, voilà. Parfait. C'est bien. Il y a de décrire justement cette image. On peut justement changer l'image, hein. Ça, c'est quoi? Pandas. Ok. Et si je fais ceci, par exemple, IMG, par exemple là, je passe à 1, à 2, donc ici. Puisque je passe à 2, hop, je viens ici. Je vais donc charger ma page web ici pour la prise en compte, hein. Je fais ceci également. Je pose la même question. Décris-moi cette image. Donc ici, l'image montre un panda. Oui, c'est bel et bien un panda. Debout. Bon, on va lancer, hein, on va vérifier. L'image 2. Voilà. Et donc là, je lance. Je vérifie panda. Donc l'image est là. Panda debout. Le panda est là. Panda, voilà, il dit panda debout sur un rocher. Voilà, sur un rocher, juste là. Euh, les pattes levées, non, les pattes levées en l'air. Les pattes levées en l'air, oui, ce sont ces pattes-là, plus que voilà, ces pattes-là sont levées en l'air, oui. En arrière-plan, on peut voir un paysage montagneux, hein, avec des escarpés et un ciel bleu. Ah oui, hein, un ciel bleu, tout est là, c'est vrai. Et, on vérifie, le panda semble joyeux et l'environnement est naturel et pittoresque. On va voir. Joyeux, ouais. On va voir. Voilà, là, sa bouche est un peu ouverte ici, hein. C'est pas faux. Donc voilà. Donc du coup, vous pouvez justement aussi communiquer, justement, dialoguer avec vos images. Et grâce à ce framework-là, vous avez la possibilité. Donc, Rostentia vous donne la possibilité de connecter sur pas mal de sources de données, hein. Vous connectez sur pas mal de sources de données, des images et autres. Donc, on a vu des images, on a vu des PDF, on a vu, qu'est-ce qu'on a vu, des bases de données, des fichiers CSV et autres, même des fichiers Excel. Mais il nous manque
Pandas aussi, hein, donc avec des data frames, ça on verra ça. Pourquoi pas? Donc cette fois-ci, on va passer sur des data frames, hein. Donc là, je vais faire quoi? Je vais utiliser un data frame cette fois-ci. Je vais utiliser ce data frame là. Donc reader classifier.csv. Et ici, je vais justement spécifier, comme on peut le voir. À chaque fois, je viens justement modifier data source. Donc je vais mettre db, df ici. Tout ceci se trouve dans la documentation. Donc vous avez la documentation qui vous montre tout ceci. Il n'y a rien de magie. Bien. Donc ici, j'ai mon data frame que je viens de spécifier. Donc PD, read CSV, spécifier le chemin là où se trouve votre fichier, vous le stockez justement dans un data frame. Et dans data source, je viens spécifier mon data frame ici, comme vous pouvez le voir, j'ai importé. Ici Polar aussi, vous pouvez l'utiliser, mais ça ne sert à rien. Voilà. Et donc là, je vais aussi décommenter tout ceci. Vous pouvez changer également ici, hein, vous pouvez changer vos bases, comment dirais-je, vos modèles. Là, j'utilise GPT-4o. Vous pouvez utiliser en local, tout ce langage que vous. Bref, on verra tout ça ensemble. Alors ici, cette fois-ci, avec un data frame. Donc, avec un data frame, tout ceci sera donc supprimé. Oui. Donc, il n'y a pas la base ici. Alors, ici, je ne vais pas faire un reset. Je vais donc commenter tout ceci. Alors, les images, oui, pourquoi pas. Je vais cette fois-ci sauvegarder les images. OK. Et donc là, j'utilise quelle base de données? Face. Ici. OK, c'est pas mauvais. Je peux aussi utiliser Chroma. Pourquoi pas. Je reviens sur Chroma. C'est un langage que vous. Vous pouvez utiliser Chroma. Je change Chroma. Vous pouvez utiliser Qdrant. Voilà. Donc là, je vais couper mon serveur. Je coupe mon serveur. Et donc là, je vais lancer quoi? Hop. Là, je vais me communiquer avec un data frame, hein. Je peux surveiller ce qui se passe derrière là. OK. Le serveur Streamlit est justement est bel et bien lancé. Donc là, on attend justement le lancement de Rostang Chain. OK. Donc là, il a utilisé deux chunks, justement, et il a justement stocké cela dans ma base de données vectorielle. Tout s'est bien passé. Et donc là, la fameuse question de quoi parlent mes données. Et voilà, vous avez tout ceci. Et voilà, vous avez tout ceci. Et là, je vais lui dire affiche la distribution, par exemple, ou qu'est-ce que je peux lui demander ici? Affiche un pie chart de, je vais prendre ici humidité, vent, précipitation, indice, invisibilité. euh, ok. Non, je vais demander la distribution. Affiche la distribution. Parce que je trouve pas une variable catégorielle ici. Je ne pense pas que j'ai des variables catégorielles. La vitesse, l'atmosphère, la précipitation. Ici, c'est la vitesse. Ici, température. Non, apparemment, je n'ai pas une variable catégorielle. Donc, pas besoin d'utiliser PyChat. Donc, je vais demander la distribution des températures. Température. Des températures. Je vais demander la distribution des températures. Et on va voir justement, cette fois-ci, puisqu'on a initialisé save image égale true. Et donc là, il me donne cette interprétation. Et puis, j'ai mon image ici, justement, des températures. Et ici, je viens vérifier. Dans mon dossier ici, vous voyez, il a généré l'image, puisque, voilà, l'image est justement là, c'est généré, stocké, justement là. Pourquoi? À cause de ce paramètre ici, que j'ai initialisé, save graph, ici, true. Vous voyez, donc là, les images sont maintenant stockées, quelque part. Voilà. Si vous voulez pas que les images soient stockées, vous voyez, dans un dossier public,
graphes, sous-dossier graphes, et c'est là où se trouvent mes graphes. Ici, des fichiers log, et ça, c'est le fichier log pour justement ceci. Voilà, c'est mes fichiers log qui sont là. Parfait. Parfait. Donc, on a vu, justement, vous pouvez vous connecter avec des data frames, hein. Vous voyez là, je peux dialoguer avec mes data frames, justement. Donc là, c'est avec un data frame. Ici, vous avez des informations. Voilà, tout est là. Donc, je vous laisse tout le soin, dans votre côté, de poser des questions, de voir un peu ce que ça donne, et ensuite de donner vos avis, justement, en commentaire. Parfait. Cette fois-ci, je vais utiliser un fichier Excel. Pourquoi pas? On va utiliser un fichier Excel. On a vu fichier CSV. Pourquoi pas des fichiers Excel? Donc, je vais, hop, couper le serveur. Ensuite, on va passer par des audios, les pages web. On pourra terminer. Il y a tellement trop de formats de fichiers, les amis. On ne peut pas tout voir ensemble, hein. Sinon, ça fera une vidéo qui va justement faire trop d'heures. C'est ça, c'est pas bon. Donc, je vous montre juste les échantillons des sources de données que vous pouvez justement communiquer avec vos données, avec vos sources de données, en fait. Voilà. Hop. Donc là, c'est bon. Cette fois-ci, je vais utiliser, donc j'ai utilisé un data frame. Et donc là, je peux utiliser un fichier Excel. Pourquoi pas? Donc, je vais prendre tout ceci. Je vais prendre tout ceci, communiquer avec un fichier Excel. Je vais enlever DF, remplacer par le chemin. J'ai un fichier Excel appelé produit. Donc, je vais faire ceci. Produit. Produit au pluriel point X, X, LSX, comme ceci. Parfait. Alors, j'utilise Chroma comme base de données. Cette base de données-là, je peux supprimer cela. Voilà. Je peux supprimer cette base de données. Là, je laisse les images, tout ça et autres. Parfait. Qu'est-ce que je peux faire également ici? Je vais donc lancer mon application. Et vérifions ce fichier-là. On va voir. Bon, je vais fermer ce fichier CSV là. Hop. Ceci n'est pas enregistré. Parfait. Alors, je vais chercher un fichier ici produit. Je vais lancer ce fichier-là. OK. Donc, on attend le chargement de Rosting Chain. Hop. Et là, il a détecté justement mon fichier Excel, hein, comme on peut le voir ici. Et donc là, c'est bon. On pose la fameuse question de quoi parle, toujours la fameuse question de quoi parlent les données. Ok. Là, il donne des infos, hein, de quoi parlent mes données. On dit vos données concernent une variété de produits avec des quantités totales et leur valeur totale en CFA. Voici quelques points clés. Alors, si je vérifie ici, voilà, j'ai mon fichier Excel ici. Alors, je vais lui demander de me donner l'info du dernier produit. Je lui dis, donne-moi, par exemple, donne les infos du dernier, par exemple, produit. Juste un exemple, vous allez voir. Hop. Alors, le dernier produit ici, il dit quoi? C'est une télévision. Et c'est vrai. Si on vérifie ce fichier-là, c'est une télévision. Mais regardez ici, cette fois-ci, la magie de ce framework, le Hosting Chain. Je vais ajouter une information ici, une ligne dans mon fichier Excel ici. Vous allez voir, pas besoin de couper le serveur ou de redémarrer le serveur pour que cette information puisse être prise en compte dans mon système RAC. Ici, tout est déjà là. On marche, mais je vais ajouter une information dans mon fichier Excel. Automatiquement, Rostinction va détecter en fait une mise à jour en fait dans mon fichier et va donc faire la mise à jour au niveau du rack, de mon système rack. Ouais, c'est ça la puissance, la valeur ajoutée de ce framework là. Et vous allez voir ici, je vais dire en français. Voilà, regardez ce qui va se passer les amis. Regardez les amis, je vais faire, regardez ici, je vais faire CTRL S pour enregistrer le fichier. Et donc là, regardez, rack, base, ici, il y a eu donc quoi? Mise à jour
Vous avez vu, je n'ai pas démarré, je n'ai pas coupé le serveur pour que cette information puisse être prise en compte dans ma base de connaissances. Non, tout est là, tout est lancé, le serveur ici est justement lancé. Je viens d'ajouter une ligne dans mon fichier Excel. Et cette fois-ci, quand je vais poser la question en langage naturel, quel donne-moi l'info du dernier produit, il va donc donner le dernier produit ici, c'est maintenant le pot. Donc si je viens ici, regardez ici, voilà, je vais copier tout ceci. Voilà, cette fois-ci, je copie et je valide. Normalement, ça sera plus la télévision, ça doit être le pot. Et voilà, vous voyez, le dernier produit enregistré est un pot. Il y a quoi? 25 en stock avec un prix unitaire de 50 francs CFA. Ouais, c'est très intéressant. C'est ça la valeur ajoutée de ce framework-là. Donc, on va dire l'une des valeurs ajoutées de ce framework. Ouais. Non seulement vous avez la sécurité, vous pouvez sécuriser vos données sensibles, vous pouvez ajouter vos données en temps réel. Automatiquement, le framework va récupérer cela et faire la mise à jour dans la base de connaissances dans le système RAC, sans pourtant couper le serveur comme d'autres frameworks font. Ouais. Mais avec Chain, vous ajoutez vos données dans vos bases de connaissances, automatiquement, Chain récupère cela et fait la mise à jour dans le système RAC, comme vous pouvez le voir. Ouais. Pas besoin de couper le serveur. C'est vraiment incroyable. L'une des valeurs ajoutées de ce framework. Je vous invite, les amis, de tester ce framework-là. Vous ne serez pas dessus. Bien. Cette fois-ci, on verra avec, on va donc tester une autre source de données, hein. On va donc tester une autre source de données ici. Alors, cette fois-ci, je vais prendre les audios. Vous pouvez aussi communiquer avec vos pages web et autres, hein, les amis. Donc, cette fois-ci, j'ai un fichier audio ici. Hop, j'ai un fichier audio, hein, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il est dit dans cet audio-là. Voilà. Et pour le faire, c'est quoi? Donc, je vais changer tout ceci. Hop. Je vais mettre audio. Tout se passe ici dans Data Source, les amis. Audio. Point. Et je vérifie le format ici ou l'extension. C'est M4A. M4A comme ceci. Parfait. Donc, cette base de données-là, elle n'est plus utile. Je vais supprimer ça. Parce que c'est une autre source. OK. Le cas quand on pouvait activer ici ResetDB True, comme ça sera supprimé d'une manière automatique. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Tout est là, hop. Ok, je vais donc lancer mon application. Je vais nettoyer, hop. Je lance de nouveau une autre source de données avec des audios. Donc, on va communiquer justement avec cet audio-là. Si je vérifie justement le prompt d'Anaconda pour voir un peu ce qui se passe. Donc là, je suis en mode ici, single mode, comme vous pouvez le voir. Ok. Donc, je vais poser ma question ici en langage naturel. Hop, l'appli est prête. Et donc là, je vais dire de quoi parle cet audio. Attention, de quoi parle cet audio. Je valide par la touche entrée. Comme vous avez la réponse, l'audio parle de la chaîne Hosting AI, puis se concentre sur des sujets liés à l'intelligence artificielle, le machine learning et les informations en général, l'informatique en général. L'orateur invite les auditeurs à s'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, laisser un pouce bleu et partager la vidéo pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Effectivement, c'est bel et bien ça, les amis. Ouais, donc là, automatiquement, je viens de connecter Rostection avec mon fichier audio et je peux récupérer les informations, je peux poser des questions en langage naturel, ce qui est dit dans cet audio ou faire un résumé, hein, comme on peut le voir ici, dans cet audio-là. Donc Rostection se connecte sur pas mal de sources de données, comme on peut le voir. Donc là, cette fois-ci, vous avez des audios. On peut aussi se connecter sur des vidéos, les pages web et bien d'autres, les amis. Même les liens YouTube, vous pouvez justement vous communiquer avec. Ouais. Donc cette fois-ci,
Cette fois-ci, on va justement communiquer avec, même avec des fichiers texte, hein, avec des fichiers texte, des fichiers Markdown, tout est là, hein, toutes les sources de données sont là. Vous pouvez voir là dans la documentation, tout est là. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses ici, hein, les sources de données sont là, c'est bien cité, tout est là avec des exemples, hein, qu'on peut le voir. Voilà. Donc, vous avez beaucoup de sources de données ici, les amis. N'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez la documentation ici. Pour chaque source de données, comme on peut le voir ici, hein, les PDF, les fichiers Word, les fichiers Excel, les fichiers PowerPoint pour vous connecter avec les fichiers, les pages HTML, tout ce que vous voulez, les Markdown, les fichiers JSON, les logs, les fichiers Python, tout ce qui, vous voyez, tout est là, etc. Et voilà, tout est là. Vous avez pas mal de fichiers pour vous connecter à la fois. Donc, Chain vous donne cette possibilité de se connecter sur n'importe quel, la plupart, en fait, des fichiers populaires ou même non populaires que vous ne connaissez pas. Voilà, donc je vous laisse le soin de justement de vérifier un peu sur tout ce qui est dit sur la documentation. Et juste en bas, vous avez l'architecture de ce framework, hein. Vous voyez ici, vous avez l'architecture de Hosting Chain, comme on peut le voir, comment est-ce que ça fonctionne en arrière-plan. Vous voyez, vous avez trois bases de données vectorielles, Chroma, Face et euh, QDrent, comme on peut le voir ici. Voilà. Alors ici, vous avez mon LinkedIn, hein. Vous pouvez justement vous connecter avec moi sur mon LinkedIn. Ici, vous avez ma chaîne YouTube, hein. Vous pouvez vous abonner. Ici, vous avez mon compte, mon dépôt GitHub, hein, et c'est là où vous retrouvez justement, là où je publie justement ce package-là dans PyPy. Voilà, tout est là, toutes les infos sont là. Donc les amis, n'hésitez pas de me contacter, d'envoyer vos réactions, vos retours par rapport au framework. Voilà, ça peut être très intéressant s'il s'agit d'améliorer, d'ajouter d'autres fonctionnalités et autres. C'est très intéressant. Voilà, n'hésitez pas vraiment. Et là, actuellement, plus de 6000 téléchargements. Voilà, c'est vraiment petit à petit, hein, les amis. Je vous invite vraiment de l'utiliser, vous ne serez pas dessus. Voilà. Et donc, on va terminer avec des pages web, pourquoi pas. Je vais dire par exemple intelligence, Wikipédia. Je vais dire donc IA, par exemple, Wiki. Voilà, je vais prendre par exemple, voilà, je vais prendre par exemple cette page web là, regardez. Je vais prendre ceci, je vais me connecter justement sur cette page web là et chercher à communiquer cela avec mon framework Hosting Chain. Vous allez voir, je vais vous poser des questions ici. Voilà, et cette fois-ci, je vais donc couper le serveur. On va voir ensemble là. Donc je coupe le serveur cette fois-ci pour me connecter avec une autre source de données. Hop, je viens dans VS Code ici. Je vais changer la source, donc je vais justement spécifier directement le lien. Cette fois-ci, c'est le lien que je vais stocker ici, c'est ce lien-là. Et la base de données ici, c'est Chroma, je laisse. Bon, cette base de données-là, je pouvais activer pour supprimer. Bon, là, je vais supprimer parce que c'est une autre source, si vous voulez. Je peux garder ça, ce langage que vous, hein. De toute façon, Rosintien va gérer cela. Et donc là, je vais me connecter avec une base de données. Hop. Euh, je vais me connecter avec une page web, hein, bien sûr. Donc, voilà, un lien, qu'on peut le voir ici. Et donc là, je vais lancer donc le serveur de l'application. Hop. Donc, je vais discuter avec cette page-là. Je vais poser des questions ici. Je vais lui demander c'est quoi l'intelligence artificielle. Là, on dit l'intelligence artificielle est un ensemble de systèmes informatiques capables d'effectuer des tâches typiquement associées à l'intelligence, telles que l'apprentissage, le raisonnement, la résolution des problèmes. Voilà, tout est là en fait. Ok. On va lui poser cette question-là. Donc voilà. Vérifiez ici, c'est Chroma. Donc j'utilise ici Chroma. Chroma, c'est la base de données vectorielle par défaut. Vous pouvez ou ne pas spécifier justement la base de données vectorielle ici. Donc c'est par défaut, c'est Chroma. Voilà. Mais libre à vous, pouvez expliciter cela, il n'y a pas de problème. Donc vous avez trois bases de données vectorielles ici avec Rosting Chain que vous pouvez utiliser. Donc vous avez Chroma, vous avez Face, vous avez QDrent. Et donc si je vérifie là, il y a toujours cette intégration là. Voilà. Puisque ici il y a beaucoup de données, hein, pas mal d'infos ici. Voilà. Bien passé. Donc tout s'est bien passé. Donc là, on va poser la question. On va dire, c'est quoi, par exemple, l'intelligence artificielle. Attention, intelligence artificielle.
Et puis l'interface software est un système capable de résoudre plusieurs problèmes de façon relative autonome tout en simulant le principe, voilà. Toutes les infos sont là et puis voilà. Il a donc récupéré ça ici. Voilà. Justement, récupérer ça ici, voilà. Voilà. Alors, beaucoup de données là. Waouh. Voilà, donc là, justement, là, on a utilisé une page web pour communiquer, pour poser des questions, comme vous pouvez le voir ici en langage naturel. Tout est là, voilà, parfaitement. Et donc, voilà. Et enfin, je crois qu'on va justement cette fois-ci utiliser, par exemple, là, il a utilisé 202 chunks. Waouh, c'est énorme, ouais, waouh. Donc, voilà. Donc, là, on va vérifier un truc. Ok. Vous pouvez aussi communiquer avec Grok, hein, comme vous le voir, votre modèle Grok. Alors, ici, au lieu d'utiliser GPT-4o, je peux utiliser un modèle de Grok. Donc, OpenAI, GPT, tout ça de Grok. Vous allez retrouver ça dans le site officiel de Grok. Tout ça, on verra ça ensemble avec vous, hein. Vous allez voir tout ceci. Hop. Ce n'est plus OpenAI, mais c'est plutôt Grok. Grok comme ceci. Et donc là, ce sera OpenAI. Donc, ce sera Grok comme ceci. Voilà. Ce sera Grok, OpenAI et puis Nuki. Voilà. Je peux changer de modèle comme vous pouvez le voir ici. Alors, pour générer votre clé, hein, c'est très important. Allez-y sur le site officiel de Grok. Vous créez votre compte, vous allez voir. Alors, on peut voir ensemble avec vous. Donc, ici, je vais faire ceci. Grok, comme ceci, Grok. Voilà. OK. Donc, moi, vous voyez ici, j'ai ma clé que je vais à créer. Donc, vous cliquez ici, dans Grok, comme ceci. Une fois que vous êtes ici, dans API Key, vous cliquez sur API Key. Vous avez cette option-là, ce bouton-là, Create API Key. Vous donnez un nom de votre clé. Sûrement, ça sera activé. Voilà. Vous faites Submit. Si vous voulez que votre clé puisse expirer dans 7 jours, 30 jours, 90, peu importe, ou encore une expiration, pas d'expiration, vous laissez par défaut comme ceci pour que la clé ne puisse pas s'expirer. Vous lui donnez un nom, par exemple, test, je sais pas moi, vous pouvez faire test. Et là, si vous cliquez ici, il va vous générer une clé. Vous copiez cela, vous venez dans votre dossier ici, vous créez un fichier .env, vous créez un fichier .env. Moi, je vais par exemple appeler un fichier. Vous faites ceci. Je vais faire un exemple là. Donc, je vais faire point, par exemple, env, par exemple. Ne mettez pas en, c'est juste un exemple là. Ça ne sera pas en fait. Sinon, ça va marcher. Vous voyez ici. Là, il considère ça comme un fichier texte. Mais vous devez enlever 11 ici là. Vous mettez par exemple grok, c'est ici que vous allez taper votre clé. Donc, vous mettez grok API key comme ceci. Grok underscore API underscore key comme ceci. Égal. Et vous collez votre clé ici. Voilà. Vous collez votre clé ici. Voilà. Et ensuite, vous devez enlever le 11, vous laissez point .env comme ceci, ce que vous voyez là. Vous devez avoir cette extension là. Voilà. Si vous mettez 11 comme ceci, ça sera considéré comme du texte. Attention, c'est pas ça en fait. Ouais. Une fois que c'est fait, ben voilà. Une fois que c'est fait, vous allez chercher le modèle. Alors, pour chercher le modèle ici, vous venez ici dans Docs, vous cliquez sur modèle, donc modèle ici. Et c'est là vous allez trouver le modèle ici. Voilà, c'est gratuit, hein, c'est gratuit pour récupérer une clé. Moi, j'ai pris ce modèle-là. OpenAI bar GPT OS 128, 120B, ça veut dire 120 milliards de paramètres. Vous copiez, vous venez justement ici, vous venez coller. Voilà, c'est ce que j'ai ici et j'utilise Grok. Voilà, comme provider LLM. Donc, mon LLM provider, c'est bel et bien Grok, comme vous pouvez le voir ici. Et voilà, vous pouvez faire autant. Mais tout ceci, ça se trouve sur la documentation. Donc, vous avez la documentation, vous pouvez voir les étapes, comment configurer un modèle avec Hosting Chain dans la région Hosting Agent ici. Voilà. Ici, j'ai changé de modèle. Et puis, enfin, pour peut-être terminer, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec vous ici? Je vais prendre, pourquoi pas, attendez. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Non, voilà. C'est juste ceci. Cette fois-ci, je vais communiquer, pourquoi pas, avec... alors, vous allez voir un truc. Euh, alors, je vous allez voir un truc, pourquoi pas.
On va communiquer avec ce fichier-là, app.py, là, qui se trouve dans mon projet, là. Vous allez voir. Donc, quand je vous disais ça, donc je vais mettre ici app.py. Dans Hosting, vous pouvez connecter sur n'importe quelle source de données ici, qu'on peut le voir même avec des fichiers de programmation comme Python, comme ici, même des fichiers log, des JSON, peu importe ce que vous voulez, hein. Voilà. Et donc là, j'utilise Grok. Voilà, je peux supprimer ça, tout comme je peux activer ici pour que je puisse supprimer ça automatiquement. Donc ça, c'est pas grave. Et voilà, là c'est bon. Je vais donc communiquer, hein, communiquer justement en utilisant ce fichier Python là, app.py, comme ceci. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il y a là-dedans en fait. Et ok, donc là, regardez les amis, je lance. Tout s'est bien passé au niveau du chunking. Ok, il a utilisé aussi chunk. De quoi parle ce fichier? De quoi parle ce fichier? Ouais, là, il venait me dire quoi? Résumé du fichier app.py. Le fichier app.py est le script principal d'une application Streamlit qui implémente un chatbot Rosting capable de tout, voilà, avec la base de données GPT-4o, ok. Et 10 pages Streamlit, Rosting chatbot, icône, et donc toutes les informations sont là. La base de données que j'utilise, c'est le Face Ourag, regarde, toutes les informations sont là, wow, wow, c'est incroyable, c'est incroyable. Fonction principale, capable, script déployé, interface web, voilà, il dit quoi, RAG, constitue, Streamlit. C'est justement incroyable, les amis. C'est incroyable. Donc là, je viens de communiquer avec mon propre fichier Python. On pouvait communiquer avec des fichiers XML, HTML et autres. Bref, les amis, c'est ce que je voulais justement partager avec vous sur ce framework, hein, Rosting Chain. Hein, vous voyez, vous avez justement un seul, vous voyez ici, donc on va vérifier ensemble. Donc vous avez justement ce constructeur Hosting Agent qui est justement un agent. Et dans cet agent, c'est là où vous allez faire des configurations. Tout se passe ici. Au lieu de créer plusieurs fichiers, de communiquer avec plusieurs fichiers pour faire par exemple du RAG et autres, tout ça. Mais ici, Hosting Chain vient justement simplifier cela avec un seul agent. Et dans cet agent-là, vous allez spécifier vos sources de données, vos modèles et autres, tout ce que vous voulez. Ouais, avec sauvegarde des logs, des images si vous voulez bien. Et puis, vous avez la partie sécurité. Quand vous modifiez une information dans votre source de données, automatiquement, le système RAG se met à jour. Ouais. Pas besoin de couper le serveur ou de redémarrer le serveur pour que les données puissent être prises en compte. Ouais. C'est ça la valeur ajoutée de ce framework-là. Je vous invite, les amis, de l'utiliser, de tester cela dans vos projets IA et data. Et justement, j'attendrai les commentaires. N'oubliez pas, il y a aussi une version premium qui est là pour les entreprises, pour ceux-là qui veulent bien, des startups et autres veulent bien justement utiliser ce framework-là. Il y a aussi une partie premium qui est là. Et il suffit juste de me contacter, hein. C'est très simple. Si vous voulez me contacter, vous venez justement ici dans Rosting Chain. Vous allez voir, même dans GitHub, hein, peu importe, hein. Si vous scrollez juste en bas, vous avez mon LinkedIn. Si vous cliquez ici, vous allez voir mon LinkedIn. Si vous cliquez ici, vous allez voir ma chaîne YouTube, mon GitHub et autres. C'est là où vous allez retrouver mon mail. Voilà. De toutes les façons, vous allez voir si vous voulez, par exemple, m'écrire ou m'envoyer un mail. Si vous faites ceci, par exemple, je vais couper le serveur. Quand vous allez installer, faites pip, par exemple, pip show, comme ceci, Rosting, comme ceci, Rosting chain. Vous allez par la touche entrée. Vous avez mes informations. Regardez ici, vous avez mon adresse email pour vous m'envoyer un message ici.
directement de mon adresse email ici. Voilà, je vais vous répondre. Voilà, je suis très réactif là-dessus. Et donc voilà, vous avez toutes mes informations sur là. Vous avez mon GitHub. Voilà, vous avez tout est là. Voilà, vous pouvez m'écrire aussi depuis LinkedIn, hein. Voilà, vous avez toutes les informations là de mon profil LinkedIn ici. Voilà, vous avez aussi ma chaîne YouTube. C'est là, là-bas aussi, vous allez retrouver mon mail justement dans la bio, hein, si vous voulez bien, dans la partie description de ma chaîne YouTube. Vous allez retrouver mon mail, mes informations aussi qui sont là. Voilà, vous pouvez m'écrire, envoyer des messages. Si vous voulez, par exemple, une collaboration et autres, moi, je suis libre justement pour des collaborations, travailler ensemble et autres. Voilà, je suis vraiment libre pour ça, pour un projet vraiment très sérieux. Et voilà, je suis là. N'hésitez pas à me contacter, m'envoyer des messages. En tout cas, les amis, je vous souhaite vraiment des bonnes choses. Testez, testez, testez. Voilà, c'est votre framework et testez cela. Et ça pourrait justement vous aider dans vos projets. Voilà. Merci les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Rosting Chain, un framework rack agentique qui est là, disponible. La nouvelle mise à jour a été faite justement depuis hier le 20 février 2026. Régulièrement, j'ajoute, voilà, j'ai fait des mises à jour actuellement avec plus de 6000 téléchargements. Vous pouvez utiliser Rosting depuis Rosting Chain supporte la version de Python 9.3.9 jusqu'à voilà une version supérieure jusqu'à 13.3.13 mais qui peut aller au-delà. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir ici, tout est là. Même là aussi, vous pouvez m'écrire, mon mail est là, mes informations sont là, comme vous pouvez le voir. Si vous cliquez ici, vous allez retrouver mon mail redirigé directement dans Gmail ou peu importe où, Outlook et autres. Vous pouvez m'écrire et puis voilà, je vais vous répondre les amis. Donc sur ce, les amis, je vous invite de vous abonner, de partager partout dans les groupes et autres. Il y a aussi notre chaîne WhatsApp hein, qui est là, vous allez voir dans la description de cette vidéo, notre chaîne WhatsApp. Vous pouvez justement me suivre Rosting AI sur la chaîne YouTube, la chaîne WhatsApp qui est là où je publie tous les jours des informations concernant la data, l'IA et autres. Voilà, donc n'hésitez pas de suivre la chaîne WhatsApp Rosting AI. Alors les amis, abonnez-vous massivement. Merci, à très bientôt. Au revoir.